Bonjour Pierre-Marc Dreyfus, est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, je vous entends très bien et vous? Alors on vous entend bien mais on vous entend en écho. Alors on le rappelle, hein, on est vraiment sur une interview où là vous êtes très loin, vous n'êtes pas en France, donc obligatoirement voilà, on a peut-être un problème de liaison, on va essayer de faire l'interview comme ça. En tout cas merci Pierre-Marc Dreyfus de nous accueillir pour nous parler de l'affaire Air Cocaïne et de ce livre qui vient de paraître. Écoutez, j'allais vous retourner le compliment. D'abord, merci de l'article que vous avez écrit sur le livre, qui était très agréable pour moi. Alors, merci Pierre-Marc. Pierre-Marc, la première question que j'ai envie de vous poser, ce livre, l'affaire Air Cocaïne, l'histoire d'un crash en plein vol, que vous avez écrit avec Mathieu Lemaud, est-ce que ça n'a pas été trop dur d'écrire ce livre, cette histoire? Alors, vous savez, j'ai hésité longtemps avant de faire ce livre, parce qu'en fait, non pas à cause de l'exercice de style, mais je me suis dit que si jamais on faisait un livre comme ça, il fallait que ce soit un livre sincère. Comment ça n'avait pas de sens. Et vous savez qu'à partir du moment où je faisais un livre sincère, il allait falloir, ou en tout cas, oui, se découvrir. Et sûr d'être prêt à cet exercice-là, je dois reconnaître que Mathieu Lemaud m'a beaucoup aidé et bien sûr j'aurais été incapable de faire tout ça sans. Alors, Pierre-Marc, ce livre, c'est un livre d'abord, l'affaire Air Cocaïne, histoire d'un crash en plein vol aux éditions Hugo Doc. C'est, j'ai envie de dire, un livre pour le combat de la vérité. Comment vous sentez-vous aujourd'hui avec cette épée de Damoclès? Alors vous savez, depuis 10 ans, je mène ce combat. Et donc, depuis 10 ans, je me lève chaque matin, je me couche chaque soir, je me réveille chaque nuit avec des histoires. Je ne mens pas bien et je me sentirai bien le jour où ce sera derrière moi. C'est mon combat pour la vérité. Oui, parce que rappelons-le, ce livre, l'affaire Air Cocaïne, c'est votre combat, un combat que vous menez contre cette justice, quelque part, qui vous a condamné et qui en fait, dit tout simplement que, en tant que patron de la société d'avion, vous étiez obligatoirement au courant que la cocaïne circulait dans cet avion. La question qu'on a envie de vous poser, c'est ce combat, vous le menez pas seul. Alors, c'est évidemment pas un combat qu'on pouvait mener seul. Hein. C'est comme dans tout combat, il faut avoir des alliés et des gens qui vous aident et qui vous épaulent et qui sont là pour vous ramasser quand il y a des matins où vous avez envie de vous lever, entre guillemets. Et il est évident que pour arriver à ça, il faut des gens qui vous aiment sincèrement autour de vous, une famille qui est là pour vous de A à Z, toute la famille, des avocats fantastiques. Si vous n'avez pas ces gens-là pour continuer à croire un peu en la justice, vous n'y arrivez plus. Il faut des amis fantastiques. Parce qu'en fait, forcément, le combat est plus dur quand on est en prison, ça c'est une certitude. Mais même quand on est dehors, on n'est pas vraiment libre. D'abord parce qu'il y a le contrôle judiciaire, donc vous n'êtes pas libre physiquement, entre guillemets, mais surtout vous n'êtes absolument pas libre dans votre tête. Vous savez, finalement, je crois qu'il y a un truc dont je rêverais tout de suite. Voilà. Alors après, on vit, hein. Ce dont je rêverais, c'est de l'insouciance. Un moment d'insouciance. Que je crois que ça fait 10 ans que je n'ai pas eu.
Oui, parce que disons-le, Pierre-Marc, cette affaire, ce livre, pardon, l'affaire Air Cocaïne, ce n'est pas que l'histoire d'Air Cocaïne, c'est aussi l'histoire d'un homme qui se bat pour une justice, pour faire voir que la justice peut écraser un homme, quoi qu'on en dise, et on a envie et d'ailleurs vous le dites dans ce livre, cette histoire peut arriver à tout le monde. Ma volonté d'écrire le livre, c'était pas de refaire un procès, c'était pas de rater totalement cette histoire qui a été racontée à maintes reprises. C'était juste de dire aux gens, voilà ce qui m'est arrivé, mais ne pensez pas que ce soit une exception. Ça m'arrive à moi, ça peut vous arriver à vous. Et je n'en veux absolument pas à la justice. La justice des hommes faite par des hommes. Et surtout, de pourquoi je me battrai à la fin de ma vie s'il le faut pour la vérité. Il est hors de question, je ne suis pas contre ça, c'est pas normal. Il y a trop de choses qui ne sont pas normales pour qu'on les laisse en état. Et en plus de ça, je ne supporte pas l'idée d'être condamné pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je suis condamné par la justice de mon pays pour quelque chose que je n'ai pas fait. Donc je vais me battre corps et âme jusqu'au bout pour que la vérité triomphe. Et elle va finir par triompher. Il y a des gens, il y a des tas de gens qui ont menti dans ce dossier-là. Donc à un moment, ces gens-là vont finir par dire la vérité. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, Pierre-Marc, rappeler un petit peu aux auditeurs qui nous écoutent dans ce podcast ce qu'il y a? Il y a diverses choses. Il y a d'abord une instruction qui est terrible. Moi, vous savez, je ne comprends pas. C'est... Alors, on vous entend mal, Pierre-Marc. Attendez, est-ce que vous nous entendez? Très bien. Ouais. Alors. Moi, ce que je dis, c'est que le problème de cette affaire, c'est que l'enquête, l'instruction et l'enquête sont vides. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. À aucun moment, on sait, si jamais il y a eu ne serait-ce qu'un gramme de cocaïne, on ne sait ni d'où il venait, ni d'où il allait, ni... On est condamné pour avoir importé 400 kilos de cocaïne à Saint-Tropez. 400 kilos, personne ne sait où c'est allé. On n'a pas l'ombre d'une piste. Rien. Moi, je suis pas là pour l'expliquer. Je l'ai juste subi. En revanche, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont des questions à se poser. Vous vous rappelez que la juge d'instruction a démis l'octrice au profit de la gendarmerie parce que au bout près d'un an d'enquête, elle a découvert que Fabrice Alfaux était sur la liste des informateurs. En bref, il y a des si je ne l'avais pas vécu, j'aurais du mal à le croire. Quand même des éléments qui sont probants. L'expert l'expert en drogue qui est venu 2 jours après Saint-Tropez, on a eu un contrôle des douanes. L'expert dit s'il y a eu le chien et que le chien n'a pas marqué, il n'est pas possible qu'il y ait eu de la cocaïne dans cet avion-là. Les pilotes, dans leur première déclaration, la juge d'instruction en République dominicaine parle du chien. Les deux, interrogés séparément, etc., etc. Je vois pas quel était leur intérêt d'aller inventer l'histoire d'un chien avec les douanes. L'hôtesse de l'air dit c'est pas un chien, c'est un berger malinois. Vous savez quoi? Il n'y a personne aux douanes qui s'en souvient. Le douanier, quand on lui demande vous vous souvenez de cet avion-là qui est passé sur toutes les chaînes de télé 2 mois après que vous l'ayez contrôlé? Le douanier dit oh non, vous savez, on contrôle tellement d'avions. Alors moi j'ai rien contre personne, mais si jamais je contrôle un avion un jour et que 2 mois après cet avion passe à la télé, sans doute que je vais m'en rappeler. Oui, parce que, rappelons-le, Pierre-Marc, il y a cette affaire qui rentre dans l'affaire quelque part, c'est que le jour de la saisie, ce qu'on saisit surtout, en premier lieu, c'est bizarrement les factures d'un de vos clients, qui n'est autre que Nicolas Sarkozy. Moi, j'essaie d'être factuel.
La première et seule perquisition qu'on a eue dans nos bureaux, ils ont pris les 3 factures des vols par les Antilles, entre guillemets, de ces vols-là, la République dominicaine and Co, et seulement et uniquement les factures qui concernaient Nicolas Sarkozy. Et 10 mois après mon arrestation, alors que j'étais au Beaumet depuis 10 mois, la juge d'instruction m'interrogeait dans son bureau pendant 2 heures sur Nicolas Sarkozy. Alors j'ai vraiment pas de chance. Il faut quand même savoir. Attends, on n'a pas entendu. Je disais, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la seule chose qu'on puisse reprocher à Nicolas Sarkozy dans cette affaire, c'est d'avoir été notre client. Alors moi, je veux bien qu'on récupère les factures de Nicolas Sarkozy parce qu'il est notre client. À ce moment-là, il aurait fallu récupérer celles des autres aussi. Oui, parce que disons-le, Pierre-Marc, aujourd'hui vous avez cette épée de Damoclès qui est sur votre tête, vous attendez la décision judiciaire, mais vous qui avez été patron d'une des plus grandes entreprises, vous en êtes où là aujourd'hui professionnellement, vous pouvez rebondir, vous avez d'autres idées J'ai pas d'idée parce que vous savez, aujourd'hui, je survis. Donc, j'essaie de faire des choses, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous essayez de faire quoi que ce soit, il y a des tas de gens qui font en sorte de vous fermer la porte, comme les banquiers ou les choses comme ça. On vous parle de reconversion, de machin, de trucs qui sont des jolis mots, mais il y a plus de mots que de faits. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça dépend de quand tout ça sera fini, parce que mais c'est fini dans 6 mois, c'est pas la même chose que si c'est fini dans 6 ans. Pour l'instant, bon, c'est ça. Le jour où les choses seront devenues normales, bien évidemment que je souhaiterais prendre de l'activité. Je sais pas bien dans quoi, mais oui, bien sûr. Comment vous pouvez expliquer que cette justice s'acharne sur un homme comme ça et qui quelque part, toutes les preuves disent oui, il pouvait pas être au courant et cet acharnement. C'est quoi ? Le procureur de la ville d'Aix-en-Provence lors du dernier procès a attaqué sa plaidoirie en nous montrant, nous et les 2 pilotes, en disant ceux-ci ne sont pas des trafiquants de stupéfiants. Et en fait, la phrase qui nous tue, et il ne pouvait pas ne pas savoir. Vous savez, on applique cette phrase, alors on n'a pas fini de condamner des gens. Oui, c'est ça, et c'est là qu'on voit qu'en fait la justice s'acharne et peut broyer un homme. C'est que dans cette histoire, par exemple, Pierre-Marc, vous aviez été contrôlé déjà sur cet avion, vous aviez été contrôlé par des douanes, vous aviez été contrôlé par la police, et tout était bon. Et donc, comment on peut expliquer que la justice s'acharne vraiment sur vous C'est pire que ça. Bien pire que ça. C'est que je vous rappelle quand même que le contrôle des bagages, quand on fait de l'aviation d'affaires comme on le faisait nous, le contrôle des bagages n'est pas le fait de l'équipage, c'est le fait de l'État duquel vous partez. Tous les États qui ont signé les conventions avec l'OACI sont responsables des bagages qui sont mis à bord. Et on me reproche à moi, du fin fond de mon bureau, d'avoir fait rentrer ça dans cet avion-là. La ficelle, elle est quand même un peu grosse à un moment donné, non ? Oui, parce que vous aviez été contrôlé. Nous, on était persuadés à Saint-Tropez d'avoir eu un contrôle des douanes. On était persuadés de ça. Et je vous rappelle quand même que avant le dernier vol, la police française nous dit quand même que nos passagers sont clean. Le fameux Pisapia, il est clean. Pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Il y a quand même 2-3 choses qui ne sont pas. Après, on dit, ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Moi, je m'excuse. Quand on me dit il y a un douanier, je dis il y a un douanier. C'est pas censé savoir qu'il y a des douaniers véreux. Je suis désolé. Et après, quand la police française me dit, monsieur, allez-y, faites le vol, vos passagers sont nickel, j'ai tendance aussi à les croire. Et c'est manifestement une erreur. Et quand un pays dit on a contrôlé les bagages, ils sont à bord, j'ai tendance aussi à penser que les choses sont bien faites.
Mais après, on peut me le reprocher. Hein. Je comprends qu'on puisse me le reprocher. Mais qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'après, on va loin. Moi, je veux dire, si jamais on perd confiance dans les institutions, c'est quoi après? Merci Pierre-Marc. Merci de nous avoir accordé cette interview donc pour le petit journal La Page Culture. Je rappelle l'affaire Air Cocaïne, histoire d'un crash en plein vol, écrit avec Mathieu Lemot aux éditions Hugo Doc. C'est vraiment un super bouquin à lire absolument. Vous aurez un autre œil sur l'affaire Air Cocaïne. Je rappelle que un documentaire est en train d'être finalisé pour Netflix qui paraîtra en fin d'année. Merci encore beaucoup Pierre-Marc Dreyfus de nous avoir accordé cette interview exclusive pour la page culture du Petit Journal. Merci.